Bonjour à tout le monde. Je suis ravie de répondre à vos questions. Nous avons identifié beaucoup de thèmes. Je crois que tout le monde a couvert l'ensemble des articles du Code du travail. Je vous rappelle qu'il y a 590 articles et nous sommes arrivés à peu près de 600 questions. Comme vous pouvez le regarder sur l'écran, vous avez 3 thèmes essentiels qui reviennent. Le contrat, le salaire, et puis différents éléments dont on discutera. Mais on parlera essentiellement de ces 3 thèmes, si vous voulez bien. Et ce que j'ai souhaité vous présenter, eh bien, c'est dans l'ordre les 3 thèmes avec le découpage suivant. Ce que je voudrais vous présenter avant tout, c'est la partie contractuelle, on va dire pré-contractuel, c'est le stage. On ne le sait pas, mais le stage et le contrat de stage ne sont pas encore des contrats de travail. Ils viennent à la période antérieure au contrat de travail, ça il faut bien le comprendre, on en dira 2 mots. Pendant le contrat de travail, 4 thèmes ont attiré votre attention, le thème de la période d'essai, le salaire, le congé, la CNSS, on reviendra sur l'ensemble de ces points. Le 3e thème qui est la rupture de contrat, on analysera sous l'angle de ce thème la question du préavis, de la faute et du licenciement. J'ai ajouté un 4e slide pour vous parler de comment gérer votre litige devant les tribunaux sociaux, le cas échéant. L'avant-contrat de travail et les fameuses questions sur les contrats de stage ou les contrats d'insertion. Alors, beaucoup de questions ont fusé à ce sujet et ce que vous devez savoir, c'est qu'un contrat d'insertion ou un contrat de stage n'est pas le contrat de travail. C'est la raison pour laquelle j'indique bien avant le contrat de travail. Alors, extrêmement réglementé, il faut que vous sachiez que ce type de contrat a été fait pour encourager les entreprises à employer les jeunes. La durée du stage n'est jamais renouvelable. C'est un contrat qui est encadré, il doit être validé par la CNSS. Et ce type de contrat offre des avantages particuliers aux entreprises, essentiellement les organisations patronales et salariales, et la taxe de formation professionnelle pour la durée du stage. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'un contrat de stage, une fois qu'il est conclu, peut pas donner lieu à la signature d'un contrat de travail. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que l'employeur vous a octroyé un contrat d'insertion que cela débouche automatiquement sur un contrat de travail. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le Code du travail réglemente le droit des stagiaires. C'est-à-dire qu'un stagiaire devra avoir les mêmes conditions que les salariés qui sont employés, concernant la durée du travail, la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles, le repos hebdomadaire, le congé annuel payé, les jours de repos et de fête, prescription. Prescriptions sont des règles en matière des contrats de travail devant les tribunaux. Il peut y avoir des règles de procédure particulières. Voilà, donc il faut savoir que le contrat de stage n'est pas le contrat de travail. Le contrat de stage ne donne pas lieu forcément à la signature d'un contrat de travail, mais lorsqu'un stagiaire signe un contrat de stage, il est protégé dans le cadre des dispositions du Code du travail. Il faut faire attention à ces distinctions, elles sont disons subtiles et il est très facile de croire qu'un contrat de stage en réalité est un contrat de travail déguisé. Une note à ce sujet, vous avez été nombreux à me poser des questions concernant le renouvellement du contrat de stage 2 ans après sa signature, pour parfois des postes de direction. Évidemment, c'est une situation normale. Donc on répète le principe,
la durée d'un stage est de 24 mois. Alors que la période de stage est passée, il faut envisager un contrat. Alors essentiellement, le contrat de travail, il faut comprendre qu'il y a deux grandes catégories. Le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat déterminé. Le contrat de travail à durée indéterminée, c'est vraiment la règle. C'est-à-dire qu'en principe, la majorité des contrats de travail devraient être à durée indéterminée. Pour ce qui concerne les contrats à durée déterminée, il s'agit d'une exception qui doit être employée dans les cas suivants. Alors, ce sont essentiellement le remplacement d'un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail dernier, alors sauf si la suspension résulte d'un état de grève, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et si le travail a un caractère saisonnier. Essentiellement, ce sont là les trois cas qui justifient l'emploi à durée déterminée. Alors très souvent, et ça fait partie des questions qui m'ont été posées, les contrats à durée déterminée sont employés dans des situations qui ne se répondent pas vraiment à la situation décrite par la loi. Que faire dans ces cas-là? Il faut laisser faire parce que de toute façon, le contrat à durée déterminée, dès lors qu'il ne répond pas aux conditions légales, c'est un contrat qui est requalifiable en contrat à durée indéterminée avec tous les avantages que cela procure pour le salarié. Donc pas de nécessité d'ouvrir des conflits sur ce sujet. Quoi que je réponde aux personnes qui demandent qui exerce le choix pour telle ou telle nature de contrat, en général c'est l'employeur, il a ses raisons. Je dis aux employés, laissez-le faire, on verra par la suite. Une question importante dans le cadre de la signature du contrat de travail, une fois qu'il est conclu, eh bien, il y a une période d'essai, ou pas d'ailleurs. Vous avez des contrats de travail qui ne prévoient pas de période d'essai, et dans ce cas-là, il n'y a pas de période d'essai. Un grand principe, c'est que la période d'essai doit figurer dans le contrat de travail pour pouvoir s'appliquer. S'il n'y a pas de clause de période d'essai dans un contrat de travail, eh bien, il n'y a pas de période d'essai. Alors, il faut distinguer deux cas. Soit vous êtes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le CDI, soit dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, eh bien, les périodes d'essai diffèrent selon que l'on est cadre, 3 mois, employé 1 mois et demi, 15 jours pour les ouvriers. Le principe, c'est que la période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Et donc, il n'est pas possible de convenir autrement dans le contrat. Il s'agit de dispositions protectrices du salarié qui sont d'ordre absolument impératif. Concernant le contrat à durée déterminée, le contrat doit prévoir une période d'essai qui ne peut pas dépasser une journée. Alors, lorsqu'il s'agit des contrats à durée inférieure à 6 mois et d'1 mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée supérieure à 6 mois. Alors, le contrat de travail peut prévoir des périodes d'essai inférieures à ce que prévoit le droit, mais jamais supérieures. Vous avez été nombreux à poser des questions sur l'application du SMIC dans le cadre de la fixation du salaire et à demander finalement quelles étaient les sanctions dans le cas où le salaire minimum n'est pas donné. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une réglementation? La réponse est oui, il y a une réglementation qui punit d'une amende 300 à 500 dirhams, donc l'employeur. C'est une amende qui est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés. Ça reste, vous le voyez, assez dérisoire pour les entreprises qui emploient finalement des personnes en contradiction avec les dispositions sur le salaire minimum. Donc je réponds ici aux questions diverses qui ont été posées, qui disent finalement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque ce salaire n'est pas donné. Alors il faut savoir que oui, il y a des sanctions qui sont prévues par les textes.
les questions concernant le salaire et des heures supplémentaires. De nombreuses questions ont été posées, à savoir si les heures supplémentaires étaient rémunérées et s'il y avait une réglementation à ce propos. La réponse est oui, c'est quelque chose de très encadré. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire, alors de 25% lorsqu'elles sont effectuées entre 6h et 21h, donc ça c'est pour les activités non agricoles, et puis pour les activités agricoles entre 5h et 20h. Bon, vous voyez qu'il y a des conditions qui sont très précises et la majoration peut être respectivement portée à 50 et à 100%. Donc, lorsque les jours travaillés sont les jours du repos hebdomadaire du salarié. Sur la question des congés, des questions assez nombreuses sur les conditions d'absence pour maladie ou accident. Le principe, c'est que oui, il faut le justifier en avisant l'employeur dans les 48 heures. Dans les 48 heures, sauf cas de force majeure. Alors, sachant que la force majeure, il faut la prouver et qu'elle est assez difficile à prouver. Alors, le principe, c'est que si l'absence se prolonge plus de 4 jours, le salarié doit faire connaître à l'employeur la durée probable de son absence et lui fournir, sauf en cas d'empêchement, un certificat médical justifiant son absence. Évidemment, l'employeur peut faire procéder à une contre-visite du salarié dès lors que l'absence lui a été notifiée. Je réponds à ces questions, à de nombreuses questions ici. J'étais assez surprise de voir qu'il y avait pas mal de questions sur les délais et finalement l'encadrement de ces délais. Donc oui, article 271 Code du travail adressera beaucoup d'entre vous. Une autre question concernant le contrat de travail. Le contrat de travail peut lier un certain nombre de personnes pendant toute une vie ou une bonne tranche de vie. Ce qui peut se poser et concerne la déclaration du contrat de travail auprès de la CNSS, la déclaration, disons, de l'employé auprès de la CNSS. Alors, vous avez été nombreux à soulever cette question. Qu'est-ce qui se passe lorsque mon employeur ne me déclare pas? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il faut savoir que la non-déclaration d'un contrat de travail d'un salarié auprès de la CNSS est une atteinte à vos droits. Pourquoi? Il faut prendre que le jour de travail déclaré déterminer le salaire de référence retenu auprès de la CNSS, et c'est-à-dire la pension de retraite. Et il y a à ce propos une remarque, beaucoup d'employés découvrent au bout de 10 ans, 15 ans de vie dans une entreprise que les déclarations de salaire ne l'ont pas été complètement, parfois pas. Et on se retrouve avec des gens qui ont payé qui pensent avoir payé leur cotisation pendant 15 ans et également ces déclarations incomplètes et ils se retrouvent de devoir poursuivre leur employeur alors qu'ils ignorent complètement cette question. Alors, il y a des choses qu'il faut, je dirais, vérifier tout au long de la vie du contrat de travail, que l'on sache ou pas la réelle situation de la société, de la déclaration du contrat auprès de la CNSS. Ce qui est bien de temps en temps, c'est de faire une consultation auprès de la CNSS qui peut vous donner des informations extrêmement précises sur le nombre de jours déclarés par votre employeur, le salaire de référence déclaré auprès de la CNSS, le taux de la pension et le montant de la pension. Alors, ces informations sont précieuses. Et pour les nombreuses personnes qui ont posé la question, que faire quand on découvre une situation de non-déclaration ou bien de sous-déclaration, eh bien, il vous reste à écrire à votre employeur pour demander une régularisation au vu de la consultation, du relevé que vous pouvez obtenir auprès de la CNSS sur
les points qui ont été soulevés. Donc le nombre de jours, je rappelle, le nombre de jours déclarés, salaire de référence déclaré et le taux de pension, ainsi que le montant de la pension. Voilà pour la question de la sous-déclaration. Alors je réponds à beaucoup d'entre vous qui s'interrogent sur les sanctions de cette non-déclaration ou déclaration incomplète auprès de la CNSS. Oui, il y a des sanctions pécuniaires, vous le voyez, elles sont assez dérisoires. Il n'y a pas de réelles contraintes. Voilà, elles existent. Il faut savoir que c'est quand même un contentieux qui est tout à fait possible dès lors que l'on a fait la preuve de la réelle déclaration, la situation de déclaration auprès de la CNSS. Alors, en ce qui concerne le chapitre de la déclaration, je crois vous avoir dit l'essentiel. Je passe maintenant au point de la rupture du contrat de travail, qui est le grand sujet sur lequel vous avez de nombreuses questions, au sujet notamment du préavis. Alors le préavis, il faut savoir qu'il y a le préavis concernant le contrat à durée indéterminée et un délai de préavis concernant les contrats à durée déterminée, deux délais spécifiques. Alors voyons ce que doit être le préavis pour les contrats à durée indéterminée. Vous avez deux catégories d'employés, managers et employés, et donc deux délais suivant l'ancienneté du contrat. Alors, moins d'un an, le délai de préavis pour un manager sera d'1 mois, pour les employés sera de 8 jours. Entre 1 an et moins de 5 ans, manager 2 mois et employé 1 mois. Et plus de 5 ans, manager 3 mois, employé 2 mois. Vous voyez qu'il faut faire très attention à bien identifier la catégorie qui s'applique à votre cas. Pour les contrats à durée déterminée, c'est très simple, il y a une distinction à faire suivant que le contrat est inférieur ou supérieur à 6 mois. Dans le premier cas, le délai de préavis est de 14 jours et dans le deuxième, il est de 1 mois. Alors pourquoi le préavis est important? Parce que il faut se rappeler que dans le cadre de la rupture de contrat, il n'y a pas de préavis en cas de faute grave. Alors, c'est aussi une question importante qui a été posée en ce qui concerne les salariés, de savoir finalement qu'est-ce que c'est que la faute grave. Alors, c'est une question qui est très réglementée au niveau du Code du travail. Il faut savoir que la faute grave est vue du côté employé, mais également du côté employeur. Alors, côté employé, donc il y a une liste assez impressionnante de cas que je vous invite à regarder. Je vais me pencher sur celles dont on parle le moins, qui sont les fautes graves commises par l'employeur. Il y en a essentiellement 3. L'insulte grave, la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée contre le salarié, le harcèlement sexuel, l'incitation à la débauche. Alors il faut savoir que dans le cas où ces fautes graves sont établies, une personne, si elle subit ce genre de problématique, elle est considérée comme étant victime de licenciement abusif. C'est quelque chose qu'il faut retenir par la suite lorsque l'on veut déterminer les causes du licenciement. La liste concernant la faute grave côté employé est ici déroulée. Donc vous avez le délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté, le fait de commettre les actes suivants à l'intérieur de l'établissement ou pendant le travail, le vol, l'abus de confiance, l'ivresse publique, la consommation de stupéfiants, l'agression corporelle, l'insulte grave, le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence, toute forme de violence ou d'agression dirigée contre un salarié, l'employeur ou son représentant
et qui portent atteinte au fonctionnement de l'entreprise. L'absence non justifiée du salarié pour plus de 4 jours ou de 8 journées pendant une période de 12 mois. La détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causées délibérément par le salarié ou à la suite d'une négligence grave de sa part. La faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l'employeur. L'inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l'établissement ayant causé un dommage considérable. L'incitation à la débauche. Voici tous les cas où l'employeur est en droit de prononcer donc un licenciement et donc dans le cadre de ce litige, la personne, donc l'employé intéressé, n'a droit ni au préavis, ni à l'indemnité de licenciement, ni aux dommages et intérêts. Alors, ce qui nous mène à la question qui intéresse beaucoup de personnes concernant finalement le coût de la rupture du contrat et le coût de la rupture du contrat, surtout pour l'employeur. Alors, il y a deux situations possibles selon que vous avez conclu un contrat à durée indéterminée ou bien que vous avez conclu un contrat à durée déterminée. Dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il y a essentiellement trois postes d'indemnisation. Alors, il y a le préavis avec donc les chiffres que nous avons vus tout à l'heure, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois suivant que l'on est manager ou bien employé. Il y a l'indemnité légale de licenciement. Donc là, je vous invite à regarder le barème de calcul pour déterminer le montant de l'indemnité par chaque année ou fraction d'année de travail effectif. Il y a ensuite les dommages et intérêts qui sont fixés sur la base du salaire d'1 mois et demi par année ou fraction d'année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois. Une question importante qui a été soulevée assez souvent à propos de l'indemnité légale de licenciement concerne la base de calcul et de savoir si il s'agissait d'une rémunération en net ou en brut. Il faut savoir qu'il existe des arrêts de la Cour suprême qui sont prononcés sur le fait que l'indemnité légale de licenciement se calcule sur la base en net et non en brut. Alors ce sont des arrêts de la Cour suprême qui sont connus par les inspecteurs du travail. En vous disant cela, j'ai également conscience que sur certains sites, une information contraire vous est donnée et les montants sont calculés en brut, ce qui fait que les personnes peuvent parfois avoir du mal à comprendre. Voilà, il faut savoir que certaines décisions judiciaires se sont penchées sur le sujet et cela influence également les discussions possibles au moment des transactions. Nous avons parlé de l'indemnité légale de licenciement. En ce qui concerne les dommages et intérêts, ils sont fixés sur la base du salaire d'1 mois et demi par année ou fraction d'année de travail, je vous l'ai dit, sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois. Alors, il y a eu des questions également sur les possibilités de négociation et comment cela se passe. Il faut savoir que l'employeur vous propose une portion de dommages et intérêts en fonction de la situation, en fonction de la réelle situation qui vous concerne. Et donc, il n'y a pas tellement de règles à ce sujet. Ce qui est important de savoir, c'est que les dommages et intérêts sont fixés, il s'agit d'un plafond, que cela ne peut pas être, disons, supérieur à ce principe. En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, la règle ici est plus simple. Il faut qu'il y ait une situation de rupture sans faute grave de l'autre partie ou un cas de force majeure et cela suffit pour entraîner l'obligation de payer dommages et intérêts au profit de
du salarié qui est un contractant d'un contrat à durée déterminée. Alors, quel est le montant? Tout simplement, c'est le montant des salaires correspondant à la période allant de la date de la rupture jusqu'au terme fixé par le contrat. Voilà, et c'est d'une formule qui est assez simple à retenir. Alors, sur les questions relatives à la rupture, voilà, je voulais indiquer qu'il y a aujourd'hui une plateforme internet qui permet à ceux qui doivent se résoudre à aller en justice de suivre les démarches judiciaires de leur avocat devant les tribunaux. Donc il suffit de consulter le site mahkim.ma. Il vous permet de consulter votre dossier et de savoir quelle est la liste des démarches judiciaires qui ont été entreprises. Alors je réponds ici aux questions de personnes qui nous disent que voilà, ils ont un dossier qui a été mis au rôle depuis 2 ans et puis depuis plus de nouvelles. Alors il faut savoir que l'information aujourd'hui elle est à portée de clic. Il suffit de connaître le numéro de votre dossier judiciaire. Aujourd'hui, les numéros sont structurés d'une manière assez simple. C'est 4 chiffres / 4 chiffres plus l'année. Et une fois que vous connaissez le numéro de votre dossier, eh bien, il vous est possible de consulter mahkim.ma et vous avez exactement la liste des audiences et tout ce qui s'est passé dans le cadre de dossier. C'est facile à savoir. Alors voilà pour l'ensemble des principes que je voulais vous présenter. Il y a certainement des questions, d'autres questions qui doivent arriver. Je suis prête à y répondre. J'essaye d'identifier les questions qui arrivent. Il y en a certaines que je peux évoquer avec vous. Je vais reprendre une petite liste de questions qui a été posée donc, dans le cadre de la dernière série. Pour revenir sur le contrat, il y a eu de nombreuses questions sur la valeur juridique de la promesse d'embauche, c'est-à-dire entre une promesse d'embauche et un contrat, quelle est la différence? Alors, en général, il y a très peu de différence. Une lettre d'embauche équivaut à un contrat de travail, sauf que en principe, il faut la signature de 2 personnes dans le cadre d'un contrat de travail et que la promesse d'embauche va être signée très souvent par l'employeur et également par l'employé. Alors, dans les 2 cas, ça vaut contrat. On a posé la question également sur l'analyse des contrats, l'analyse des clauses d'un contrat de travail. Comment analyser les clauses d'un contrat de travail? Alors, c'est une affaire de spécialistes. Il me semble que l'analyse doit être transmise à un avocat, un juriste, qui pourra identifier l'existence des clauses illégales ou incomplètes ou manque de clauses importantes. C'est un sujet trop important pour le confier à un spécialiste, évidemment. En ce qui concerne alors, la question de l'engagement, c'est une question amusante. Un employeur a-t-il le droit de refuser d'appliquer un contrat de travail qu'il a lui-même signé? Évidemment que non. L'employeur est tenu par ses écrits. Et si il y avait une modification dans ces engagements, il faudrait que ces engagements soient écrits et convenus avec l'employé. Donc, il s'agit d'un principe absolument impératif. Il y avait des questions sur la clause de non-concurrence. Alors, qu'est-ce que c'est que la clause de non-concurrence?
c'est une clause qui vous dit qu'à l'issue de la cessation de votre contrat de travail, vous ne pouvez plus travailler au même poste, la même fonction, pendant un nombre d'années déterminé et dans un territoire déterminé. Alors il faut savoir que la clause non-concurrence, dans son principe, est tout à fait valide et admise par la jurisprudence marocaine. La jurisprudence sont les décisions des tribunaux marocains. Il n'y a pas de loi qui réglemente la clause de non-concurrence, mais il faut savoir que cette clause obéit à certaines conditions, c'est-à-dire qu'une délimitation dans le temps et dans l'espace est nécessaire pour que la clause soit considérée comme valable. Donc, il y a eu plusieurs questions sur les limites de son utilisation. Et le principe, c'est qu'il doit y avoir des restrictions sur le nombre d'années d'interdiction et le territoire qui est interdit. Je vous donne un exemple. Un délégué médical qui est embauché par un laboratoire, très souvent se voit obligé de s'en tenir à une clause de non-concurrence qui l'oblige à ne pas exercer dans la même fonction à Casablanca et pour une durée de 5 ans. Alors, quand on sait que tous les laboratoires ont leur siège à Casablanca, ça équivaut à interdire les délégués médicaux à exercer dans un territoire déterminant qui est le siège de la capitale. Donc, selon le cas, ce type de clause sera considéré comme trop restrictif et pourra être considéré comme non applicable. Donc, c'est une affaire d'espèce. Il faut analyser les clauses de non-concurrence à la fois par rapport à la fonction, à la fois par rapport à l'interdiction qui est donnée. Il y avait une question concernant, alors toujours concernant les contrats de travail, comment peut-on transférer le contrat de travail d'une société à une autre? Alors, une question assez intéressante. Bon, en principe, un contrat de travail ne circule pas, mais c'est vrai que le Code du travail a prévu des exceptions pour tenir compte des restructurations d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une restructuration? C'est un employeur qui fusionne, un employeur qui cède son fonds de commerce, un employeur qui cède une partie de son activité ou un employeur qui crée des filiales et dans le cadre de sa restructuration. Donc, il faut savoir que les contrats de travail sont automatiquement transférés sous certaines conditions, mais le principe c'est le transfert automatique du contrat de travail. Autrement dit, pour répondre aux questions concernant ces transferts et la nécessité d'obtenir un consentement du salarié, la réponse est non. Dans la plupart des cas, le transfert est automatique. Alors cela étant, il faut bien vérifier que les dispositions du Code du travail sont bien applicables et que les conditions de transfert du contrat de travail sont bien réunies pour le transfert automatique du contrat de travail. En ce qui concerne le contrat, je crois que j'ai répondu à la majorité des questions qui ont été posées. Il y a d'autres questions concernant, alors plus général, comme le pouvoir disciplinaire du directeur d'entreprise. Quelles sont les limites? Il faut savoir qu'un employeur a le droit de mettre en place les règles et l'organisation qu'il souhaite dans le cadre de son activité et il doit à ce moment-là faire preuve de transparence vis-à-vis du salarié. C'est-à-dire que les règles doivent être claires et pour cela, elles doivent être écrites. Évidemment,
le directeur, c'est lui qui établit les règles. Il peut y avoir des questions au sujet de l'application de telle ou telle règle, mais le principe, c'est que c'est lui qui fixe les règles. Alors, elles sont éventuellement discutées dans le cadre d'échanges avec soit le comité d'entreprise, soit avec les délégués du personnel ou les autres instances représentatives du personnel dans l'entreprise. Mais le principe, c'est qu'une fois que ces règles sont fixées, ces règles s'appliquent à l'ensemble des salariés. Alors, il faut juste préciser que le contrat de travail ne va pas contenir forcément toutes ces règles. Il y a des renvois à des procédures, il y a des renvois à des notes internes qui doivent être faites, et c'est à l'employeur de préciser tout cela dans le contrat de travail pour que les règles du jeu, finalement, soient parfaitement comprises par tous. Donc, en particulier, concernant les heures de travail, il y aura bien entendu la définition de ce qui est en vigueur dans le cadre de l'entreprise, avec des précisions pour catégorie d'activités selon le cas.